Bienvenue à tous dans notre émission Le 3 sur 7. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marcel Billet, un expert reconnu dans le domaine de l'événementiel. C'est un acteur culturel avec une expérience riche et diversifiée dans l'organisation d'événements. Avec lui, on abordera donc la thématique suivante, l'événementiel, approche et bonnes pratiques pour un succès. Ce sera en deuxième partie d'émission. Mais bien avant, en première partie, on parlera donc de cette thématique. La femme doit-elle savoir cuisiner avant d'entrer dans le foyer? Ce sera le sujet qui sera débattu avec nos chroniqueuses du jour, Franceline Yao, Abigail Bamba et Esther Dongo. Merci pour votre fidélité. Bonsoir à tous et bienvenue. Vous nous suivez, vous faites toujours très bien de le faire. Vous êtes sur Miracle, la TV+. Et nous sommes accessibles également via notre site internet www.miracle-6tv+.com et vous êtes à votre émission Le 3 sur 7, votre talk show d'information et de divertissement chrétien jamais vu, jamais observé dans le paysage audiovisuel chrétien. Nous sommes ce soir en compagnie de Franceline Yao, Abigail Bamba et Esther Dongo. Avec elle, on va parcourir donc un temps soit peu les différentes articulations de cette émission. Mais en première partie d'émission, comme cela a été mentionné, on parlera donc de cette thématique assez importante, le sujet de savoir, est-ce que la femme doit forcément savoir cuisiner avant d'entrer dans le foyer? Bonsoir, mesdames. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Vous êtes toutes ravissantes. Merci. Alors, que vous inspire déjà cette thématique? On a deux thématiques aujourd'hui. Juste après, en deuxième partie de l'émission, on va recevoir également un expert en communication. C'est un acteur culturel, monsieur Marcel Billet. Mais bien avant lui, on parlera forcément, puisque vous êtes des dames, de ce sujet en ce qui concerne la cuisine. La dame se plaint. Est-ce qu'il est forcément important de savoir cuisiner avant d'entrer dans le foyer? Ça vous dit? Bien sûr. Mais ça va chauffer tout à l'heure. D'accord, ça sera juste après. Ça sera juste après ce qui suit. À tout à l'heure. Voilà, on est de retour sur le plateau. Je vais commencer par Esther Dongo parce que en amont, lorsqu'on préparait cette émission, on sentait Esther Dongo qui était pas contente parce que pour elle, elle estime quelque part qu'avec l'apparition des restaurants, c'est pas obligé. Oui, c'est pas obligé. JM, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, moi, je pense que c'est pas obligé maintenant de savoir préparer avant de se marier. C'était avant ça, ces trucs-là. C'était avant qu'il fallait que ce soit obligé, il fallait apprendre. Mais maintenant, il y a les restaurants. Il y a les fast-food et tout ça. De toutes les façons, même, je sais pas, en fait. Donc, monsieur dans le foyer mangera que des fast-food. Non, pas des fast-food. Je veux dire, savoir préparer n'est pas forcément une obligation. Parce que après, il y a les fast-food. Et il y a les manger là-bas. Les nounous. Voilà, les nounous aussi qui peuvent faire à manger. Donc, Abigail partage. Là, ici, Attendez. On va parler plus d'accord. Sérieux, ça? Oui. Mais ça va. Mais si non, je mais pousse attendez. un homme, et si je pousse un homme qui sait faire à manger. Non, mais attends, là, c'est une option parmi tant d'autres. Si ton mari sait cuisiner, tant mieux, gloire à Dieu. Que la femme aussi sache cuisiner. Mais que oui, c'est pas une option. Pour ma part, moi, en tant qu'Africaine, il est nécessaire pour moi déjà que je sache tenir une maison, que je sache faire la cuisine. Donc, supposons que tu n'as pas l'argent, tu manges pas. Parce que si tu n'as pas l'argent, alors, calme-toi. Tu as vu que tu es pressé, non, attends, je peux prendre non, tu sais pas préparer, ça veut dire que même un bruit, il faut avoir une notion de cuisine. Non, sincèrement, excusez-moi les filles, moi je suis pas d'accord avec ça. Pour ma part. Alors, on va écouter l'argumentaire, on va écouter les arguments de Franceline Yao juste après. Quand on parle d'un repas, c'est un tout. Pour ma part, en tant que femme. Un repas, ça commence déjà par aller au marché, choisir les éléments clés pour la préparation. Les ingrédients également ingrédients qui vont avec, des ingrédients, je veux dire, comestibles. Parce que si vous me dites que c'est pas nécessaire, je suis pas sûre que vous allez me sortir une bonne pâte d'arachide. Vous allez me sortir une pâte d'arachide avec du carton dedans. Bref. Donc, pour ma part, en tant que femme, il est nécessaire pour moi, déjà avec l'éducation que j'ai reçue, de savoir préparer. Ça rentre dans tout. Une femme de base, elle est ménagère, c'est-à-dire, elle tient la maison, elle cuisine pour sa famille. Et j'enlève même le fait que
sa famille, mais je suis pas mariée, mais je dois manger. Donc, je vais pas tout le temps aller dans les restaurants. C'est déjà un budget. Est-ce que c'est pas culturel? Non, déjà, c'est culturel. Oui, c'est culturel. Mais en même temps, dire comme ça, tout de go, que non, c'est pas nécessaire de savoir préparer. Donc, si on part sur cette base, quelque part, il y a des cultures où la femme n'est pas obligée forcément de préparer. Mais citez-moi ces cultures-là. Mais bon, dans la culture européenne aujourd'hui. Non, la culture européenne, même là, ça, c'est genre, tu prends 10 femmes sur 10 femmes européennes, il y a au moins 7 qui savent faire la cuisine. Excuse-moi. Bon. Il y a au moins 7, tu sais pourquoi il y a au moins 7 qui savent faire la cuisine? Parce que déjà, en Europe, même se prendre une domestique, c'est difficile. À cause du SMIC, c'est élevé. Tu peux pas te permettre de prendre une nourrice. Parce qu'en Afrique, ici, là, tu peux prendre ta cousine, tu vas lui donner 10 000 francs à venir préparer pour toi. Mais en Europe, tu peux pas te le permettre. Donc, tu es obligé de le faire tout toi seul. D'où la floraison des fast-food. Mais en dehors de ça, les gars ne vont pas manger la Aujourd'hui, il n'y a pas que seulement en Europe qu'on a cette floraison, hein, des restaurants et fast-food. Je prends une jeune fille qui a grandi dans une famille où il y avait la nounou, il y avait le cuisinier, il y avait tout le monde à sa disposition. Elle n'est pas obligée de savoir faire à manger avant de rentrer dans un foyer. Vous êtes sérieuse? Bon, non. Ça, on a compris. Cette fille-là sera à l'université. Francine, si tu permets. Je suis désolée. Bon, prenons la jeune fille qui n'a pas de moyens. Mais quand tu parles de savoir faire à manger, je suis pas le quoi. Moi, quand il y a des plats qu'il faut savoir. Francine, on va regarder le débat. On va regarder le sujet. Savoir faire à manger, faire les omelettes, c'est savoir cuisiner. Francine, Abigail, on va regarder le sujet. Mais donc, ça qu'il y aura malnutrition si tu montes des omelettes du premier au 31. Non, pas seulement des omelettes, mais je sais comment faire. D'accord, Abigail, on va recadrer le sujet. Alors, je voudrais, on a compris déjà la position d'Abigail. Abigail, elle parle donc. C'est pas la condition sine qua non pour qu'une femme rentre dans le foyer. Pour qu'elle rentre dans le foyer. Alors, on est d'accord. Oui. Alors, on a parlé tout à l'heure on posait la question de savoir est-ce que c'est pas culturel. Francine a dit oui. En Afrique aujourd'hui, une femme qui ne sait pas préparer, est-ce qu'elle ne serait pas quelque part mal vue, mal perçue donc par la société? Comment est-ce que son mari à la maison? Il y a tellement de standards, tellement de clichés qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué de s'exprimer ici. C'est vrai que nous on le dit ici sur ce plateau haut et fort, c'est peut-être mal vu, mais moi je suis d'accord avec le fait que la jeune femme ne sache pas si elle va préparer, elle peut se marier, si son mari sait faire à manger, c'est quelque chose ou bien. Donc on peut se débrouiller avec la cuisinière qui est là, on peut se débrouiller avec le fast-food, on peut commander à manger. C'est cela. Attendez, les choses évoluent. C'est partagé également par Esther Dongo. C'est partagé également par Esther Dongo. On ne dit pas qu'une femme ne doit pas savoir préparer tout. On dit que c'est pas une obligation. En fait, ça ne doit pas être une condition première. Pour entrer dans le foyer. Donc, elle peut aller se marier. Elle peut être occupée. Franchement, moi, je vais au travail, je suis occupée, je descends peut-être à 23h, je monte à 4h, je sais pas, plein de trucs. À quel moment je prépare? Il peut y avoir des jours où je peux faire la cuisine. Mais je veux dire, on peut pas se baser uniquement sur ça. Il y a des choses beaucoup plus importantes pour entrer dans le foyer, en fait. Donc, la nourriture, la façon d'être. C'est un facteur clé. Parce que votre mari. J'aimerais relever une chose. Oui, Francine. D'accord. Je peux vous concéder cela, le fait de dire que ce n'est pas un critère premier, mais c'est un critère important. Parce que quand tu pars en mariage, par exemple, il y a certaines cultures, quand tu pars en mariage, on te fait un test de préparation. Dans les cultures nordiques, on te fait faire devant toute la belle famille, tu es là, tu fais le tour, comment tu dois faire le tour pour nourrir ton mari. Déjà, la Bible dit, on va rentrer dans la parole, en Proverbe 31, que la femme sage se lève le matin, elle donne la tâche à ses servantes, mais en même temps, elle s'occupe de sa maison. C'est l'objet de s'occuper de sa Calme-toi, maman, tu es un peu pressé. Il y a beaucoup de choses. On va parler pour s'entendre, mesdames. C'est déjà prendre soin de son mari. Prendre soin de son mari requiert déjà de le nourrir. Et le nourrir, je veux dire, une femme je veux dire, aujourd'hui, on est assez spirituel, qui met la nourriture de son mari entre les mains de la domestique, c'est un danger. Après, vous êtes étonnés qu'on a envoûté vos maris. Ma chérie, d'accord. Attends, non. Francine, on va se calmer. On va écouter, on va parler à tout de rôle. Je dis, vous êtes étonnés, non, la nounou a pris mon mari pour partir, mais ton mari ne mange pas ta nourriture. Avec la nourriture même là, tu arrives même, je veux dire, à faire des implications pour dire, pendant que mon mari mange ce repas, aussi épicé que ce plat est épicé, c'est une prière, aussi épicé que ce plat est épicé, c'est comme ça l'amour de mon homme pour moi est épicé. Attends, calme-toi. Tu as 30 secondes pour terminer. Oui, j'arrive donc pour ma part, confier la nourriture. Je parle même pas du mari, même. Il y a les enfants. Aujourd'hui, être envoûté, c'est de là à là. Donc, je vais pas confier, la gestion nutritive, de ma famille à une tierce personne. Même si je rentre dans le foyer que je ne sais pas préparer,
Ça peut arriver. Parce que parfois, tu peux grandir dans un environnement où tu n'as pas quelqu'un pour t'apprendre. Mais je vais apprendre. Parce que je vais pas laisser ma famille aller manger au restaurant tous les jours. Alors, Francine, Les gens, question. en ce qui concerne les imprécations, les proclamations spirituelles et autres, on peut être envoûté au restaurant. Les dames qui font à manger là-bas, est-ce que tu es là dans la cuisine qu'elles font à manger? Moi, je peux acheter la nourriture, je commande la nourriture dans un restaurant, et quand j'arrive à la maison, je fais mes imprécations, je mets le sel, et je mets l'huile. Et dit, quand il mange là, c'est comme si c'est moi qui ai préparé, il a adouci, il est comme, donc je veux dire que t'as pas besoin toi-même de faire la cuisine. Pour formuler ses prières. Bien sûr. D'accord, en gros. Bien sûr, parce qu'on sait même pas quand on va dans les restaurants là, qu'est-ce que le cuisinier dit lorsqu'il est en train de préparer. Tu es d'accord avec moi que tu sais pas, justement, tu sais pas ce qu'il met dans la nourriture. Oui, par contre, si moi je cuisine mon repas, mesdames, on ne parle pas ensemble. On ne parlera pas ensemble. On ne parlera pas ensemble. On va recadrer le sujet. On va recadrer le sujet. Alors, s'il vous plaît, on recadre le sujet et ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît. Hein, on va parler pour s'entendre. N'oublions pas que l'objectif de cette émission et l'objectif de cette lucade, c'est de permettre donc à nos téléspectateurs de comprendre vos différents arguments afin de mieux aborder donc ce sujet. Alors, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on parle aujourd'hui et on pose la question de savoir est-ce que c'est une condition sine qua non pour entrer dans un foyer. Les avis sont partagés, Franceline. Ce n'est pas une condition sine qua non, mais ça fait partie des critères. D'accord. Pour ma donc, part. Pour toi, c'est quelque chose à prendre en compte. D'accord. Pour toi, ça fait partie des critères et c'est important que la femme sache préparer avant d'entrer dans le foyer. Une question. Tu me réponds par oui ou par non. Et si elle ne s'est pas préparée, elle ne doit pas se marier. Oui ou non? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non. D'accord. Non, je n'ai pas dit que si une femme ne s'est pas préparée, elle ne doit pas se marier. Mais je dis que ça fait partie des critères. Ok. Voilà. Donc, une femme qui ne s'est pas préparée, quand tu rentres en foyer, elle doit apprendre. Ok. Parce que ta belle famille va venir. Là, c'est imagine une belle non, on parle pas ensemble. Attends, une belle maman qui vient. Elle t'a confié. Quand tu t'en te maries, on te confie en fond des gens. On vient. Tu t'en chercher manger chez la personne qui vont plaquer pour une donner à ta belle-mère. Mais quelle honte! Non, mais je vais faire ce que je sais. Non, on parle. Francine, t'as 10 secondes pour terminer. Oui. Non, ça se fait pas, en fait. Ok, Abigail, on va écouter Abigail. Ma chérie, il faut apprendre à préparer. Francine, on écoute Abigail. Si c'est pas pas manger, la belle-mère vient. La belle-mère, là, avant que son fils de Marie, Georgette ou Linda ou Lily, voilà, il savait qu'elle ne savait pas faire à manger. Bon, est-ce que là, c'est encore une question, est-ce qu'ils sont informés déjà dans les préparatifs du mariage? Mais si, je souvent, pense comme parce qu'il y a des femmes qui cachent, Et puis nous, les chrétiens, même dans le cheminement, vous n'avez pas le droit souvent de vous voir. Donc, à quel moment tu ne prépares pour lui? On arrive là-bas parce que le monsieur qui vient ses collègues, voici, sauce, attends-moi en bas là-bas. Il n'y a pas de souci. On laisse Abigail. Je suis en train de dire, je peux prendre une cuisinière à la maison, elle va faire à manger. Je vais apprendre, c'est vrai, mais ce ne soit pas la condition qui pour entrer dans le foyer. Merci Abigail. De la même manière que Jean Massa, tu lui as demandé, ok, donc on peut aller, c'est bon. D'accord. En gros, également, ce que vous avez abordé tout à l'heure fera l'objet d'un sujet. Dans le cheminement, est-ce qu'on doit tout se dire? Est-ce qu'il, c'est pas là que part le problème? Parce que si des cheminants n'ont pas pris le soin déjà de parler longuement de leur vie et qu'on entre dans le foyer, on découvre que madame s'est pas préparée. Est-ce que là, bon, ce sera un autre sujet. Est-ce qu'il faut divorcer ou pas? Alors, on permet à Esther de parler 30 secondes rapidement par rapport donc à ce sujet. Bon, moi, je reste sur ma position. Qui est... Bon, on connaît ta position. Moi, je pose cette question. Messieurs mangent sur 30 jours, ils mangent 20 fois au restaurant. Ils mangent des fast-food, c'est-à-dire c'est de la nourriture parfois. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une nourriture diversifiée. Hein. On a des plats européens, des plats africains. Mais s'il doit passer la quasi-totalité de son temps à manger que la nourriture qui vient du dehors, est-ce que c'est pas un problème sur le plan spirituel? Est-ce que tu te dis pas que ton foyer pourrait être en danger? Si, le foyer peut être en danger, le fait de manger dehors. Comme Abigail l'a dit, on ne sait pas qu'est-ce qui se prépare dehors. Donc, c'est normal, on peut être malade, on peut avoir des esprits qu'on prend et tout qu'on mange dehors. Mais je veux dire, ton mari, il va comprendre. Après, quand tu as le temps, tu peux cuisiner. Quand tu as le temps, tu peux le faire. Mais quand tu n'as pas le temps, il va comprendre que tu n'as pas le temps. De toute façon, vous demain, vous sortez de la maison. Ici, on parle pas du cas où la dame travaille et le temps ne lui permet pas. On dit que la dame, elle ne sait pas cuisiner. Mais elle est au foyer. Oui. Mais son mari sait qu'elle ne sait pas cuisiner. D'accord. Donc, il a accepté malgré tout. Même si dans le cheminement, elle a menti. Après, ils ont entendu le mariage, il a vu. Il va faire quoi? Il va divorcer parce qu'elle ne sait pas cuisiner. Oui, ça, c'est la grande question.
Le point Non. d'interrogation. Il pense pas. Il va pas C'est divorcer. pas- Il peut il y a pas pas divorcer. Mais en je pense fait. qu'une femme Il qui est faut- sage va en apprendre fait. à préparer. Oui, elle D'accord. va apprendre à Tranquille. préparer, mais pendant qu'elle ne sait pas préparer, qu'est-ce qui Préparer, se là, on va passe? pas se manger. Mesdames, vos avis sont Qu'est-ce qui se connus. passe? On vous donne 30 secondes, un Ouais, tour de viens table. pas- Un tour. Non. On va pas personnaliser le débat. On va pas Non, personnaliser non, le il débat vient ici. pas chez elle. On va pas personnaliser le débat. Il On va vient vous plus chez donner, vous. on va vous donner un tour de table pour vous permettre donc de vous exprimer à nouveau sur le sujet juste après. On va partir pour la deuxième partie de l'émission. Franceline? Alors moi, ce que je souhaiterais dire, je voudrais en fait vraiment éclaircir les choses. Je n'ai pas dit que une femme qui ne s'est pas préparée n'a pas le droit d'entrer en mariage. Mais je pense que c'est un critère important à prendre en compte lorsqu'on va en mariage. Donc je voudrais de cette manière interpeller les jeunes filles. Ne fuyez pas la cuisine. D'abord, premièrement pour vous, pas pour un homme, pas pour tout, mais déjà pour vous. Mangez sainement et vous savez déjà ce qu'il y a dans vos assiettes. Et voilà, vous êtes libre de vos choix au niveau culinaire. Et ensuite, quand vous vous mariez, ça permet à votre homme aussi ça vous permet de créer un certain lien entre votre époux et vous. On a vu des papas à l'époque, si c'est pas la nourriture de maman, ils ne mangent pas. Qui refusaient même que la nounou même touche même à leur plat. C'est-à-dire la nounou va faire les plats. Moi, j'ai vécu comme ça. La nounou va faire les plats des enfants. Mais quand il s'agit de pour papa, c'est maman qui entre en cuisine. Pour moi, ça crée aussi des liens. D'accord. Voilà. Abigail? Ça, c'était à l'époque. Papa refusait de manger la On dit nourriture. de dire mon dernier mot. On n'a pas dit c'est de mon parler sur mon dernier mot. dernier mot. Franceline, on va C'est écouter mon dernier Abigail. mot. De nos jours, hein, papa est obligé de manger la nourriture de la nounou. Voilà, parce qu'il sait que chacun se lève le matin, il va vaquer à ses occupations, et vient, et rentre à la maison pour. En fait, je veux dire que si tu sais pas préparer, que ton mari sait préparer, c'est la même chose là. Donc, c'est pas une condition sine qua non pour entrer dans le mariage. Merci. Esther? Mesdames, n'ayez pas honte si vous ne savez pas préparer. C'est pas forcé de savoir préparer. Tout le monde n'est pas obligé. Si tout le monde sait préparer, les restaurants vont pas exister. En même temps, apprenez à préparer aussi, c'est pas un Merci à vous, merci pour ce sujet abordé ici donc dans Ça nous intéresse, première partie de cette émission. Le sujet et le débat, il continue chez vous. N'hésitez surtout pas à nous faire parvenir donc vos différents avis sur la page Facebook de la télé Miracle TV+ via Messenger ou nous appeler tout simplement au +225 07 à 58 2 fois 81 98 ou nous laisser un message via WhatsApp. Voilà, on va marquer une courte pause. OMI Production est une structure de production dans l'événementiel et dans nombreux autres domaines. Parce que nous ambitionnons de mettre en lumière les artistes chanteurs, chantres chrétiens et acteurs du showbiz. Nous mettons à votre disposition un studio d'enregistrement pour vos répétitions et enregistrement d'albums. Notre studio d'enregistrement a déjà vu défiler entre ses murs de nombreux artistes de renom tels que la diva Aïcha Koné, Serge Beno, Nestor David, Mamontania, le groupe Magic System, Sombil, Desbordeaux, Ferregola, Baby Philippe, Sony Badou, David Taïro, Roselyne Layo et bien d'autres. Notre studio est ouvert à tous les amoureux de la musique, tant aux professionnels qu'aux amateurs. Aussi, pour vos événements, concerts, festivals, programmes d'évangélisation de masse, nous vous proposons des services de location, de sonorisation, d'éclairage, de vidéo et de structure. OMI Production, une régie son et lumière de dernière génération entre les mains d'ingénieurs qualifiés pour vous offrir un service de qualité. Nous sommes situés en Abidjan Cocody de Plateau, carrefour d'un camp route du Zoo, après la CEI. Infoline, +225 07 57 98 84 70 07 81 81 98. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau du 3-7 après donc ce débat houleux, plein de connaissances. On va aborder cette fois-ci une autre chronique, pilotée de main de maître par Esther Dongo, qui nous parlera des pellicules. Effectivement, JM, aujourd'hui, nous allons parler des pellicules parce qu'on en trouve sur la tête de tout le monde. Mais malheureusement, on ne sait pas comment lutter contre les pellicules. D'accord, ce sera juste après ce qui suit. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment lutter contre les pellicules. Alors, à vos stylos, à vos carnets, on y va. Notons que les pellicules sont de petites particules blanches qui se détachent du cuir chevelu. Elles peuvent être gênantes et parfois embarrassantes, mais généralement inoffensives. Alors, je vais vous donner quelques causes des pellicules. Les pellicules sont souvent causées par des shampoings
des produits capillaires qui détruisent notre cuir chevelu et nous causent les pellicules. On a aussi des causes d'infection. Il y a un champignon qu'on appelle le Malassezia qui prolifère le cuir chevelu et cause les pellicules. Et par la suite, je vais vous donner quelques petites astuces pour lutter contre les pellicules. Paraît-il que quand on se lave avec du savon, on lave les cheveux avec du savon, ça provoque parfois les pellicules. Les pellicules, non. D'accord. Ça ne provoque pas de pellicules parce que les savons n'ont pas de propriété assez acide pour détruire le cuir chevelu. Ok. Donc, vous pouvez utiliser les shampoings antipelliculaires qu'on en trouve dans les supermarchés, dans les mini-markets. Malheureusement, tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir s'en procurer. Alors, nous avons des remèdes maison pour lutter contre les pellicules. C'est des choses que nous trouvons partout dans nos cuisines, partout à la maison. Donc, en premier point, nous avons le sel. Faut juste ajouter du sel dans de l'eau et rincer les cheveux tout simplement. À chaque fois que vous allez faire votre shampoing, ça va vous aider à lutter contre les pellicules. Après, nous avons le vinaigre blanc que vous pouvez rajouter à votre shampoing, qui soit basique ou qui soit antipelliculaire, mais vous le rajoutez à votre shampoing et vous pouvez laver les cheveux avec. Ensuite, nous avons l'oignon violet et l'huile de coco. Je précise l'oignon violet parce que nous avons deux types d'oignons. Il y a l'oignon blanc et il y a l'oignon violet. Pour l'utiliser, c'est très simple. Vous râpez l'oignon, vous pressez pour recueillir que le jus parce que si vous prenez tout ce que vous avez râpé, il y aura des résidus dans les cheveux. Donc, vous recueillez le jus, vous ajoutez de l'huile de coco et vous en faites un bain d'huile. Vous pouvez faire le bain d'huile 30 minutes, 1 heure du temps, même dormir avec si le lendemain vous n'avez pas d'occupation. Vous dormez avec et après vous faites votre shampoing tout simplement. Vous pouvez le faire 2 fois dans la semaine. Pour ceux qui aiment beaucoup laver les cheveux comme moi, vous pouvez le faire 2 fois dans la semaine ou 2 fois dans le mois. Ça dépend de vous. Oui, mais et l'odeur de l'oignon. J'en venais, il y a carrément pas d'odeur. Ça va vous surprendre, mais ça sent très bon. L'oignon et l'huile de coco. Ah, d'accord. C'est l'huile de coco Voilà, c'est ça, effectivement. Ça sent vraiment très bon. Il n'y a pas d'odeur pour le mélange. Et pour finir, nous avons le clou de girofle et le romarin. Tout simplement, on va faire une infusion et le vaporiser sur le cuir chevelu. Alors, si tous ces traitements ne vous aident pas à éradiquer les pellicules, rendez-vous simplement chez le dermatologue. Il pourra vous donner des solutions adéquates à votre problème. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris bonne note et que ces astuces vous sauveront la vie. Bisous. Surtout, croyez en vos rêves. Merci Esther Dongo, merci pour ta superbe chronique. Merci, Mesdames, vous avez Guillaume. des questions pour... Si, j'ai une préoccupation en ce qui concerne l'utilisation du vinaigre blanc. On fait comment? On l'asperge, on le mélange à de l'eau, comment est-ce qu'on l'utilise? On le mélange au shampoing qu'on va utiliser. Au shampoing qu'on a, parce que tous les shampoings n'ont pas vraiment de propriétés nutritives pour les cheveux. On a des shampoings que les dames la fabriquent souvent au marché et tout là, voilà. Donc, on peut ajouter le vinaigre blanc dedans ou même dans de l'eau, simplement, pour le vaporiser sur les cheveux. Moi, je voudrais savoir combien de temps dure le traitement. Est-ce que c'est des choses qu'on traite sur le temps, 1 mois, 2 semaines? Est-ce qu'avec les différentes méthodes que tu nous proposes, est-ce que ça disparaît rapidement? Déjà, les pellicules, là, c'est comment je vais dire le mot? C'est la régénération du cuir chevelu, en fait. Donc, quand vous allez faire le traitement, après, quand le cuir chevelu va se régénérer, il y aura encore des pellicules. Donc, faut le faire à chaque fois, en fait. Je vois des gens qui prennent du peigne, qui grattent là-dessus, Mais et c'est quand pas la dangereux, ça. poudre blanche pas... de faire ça. Gratter, ça Parce qu'il y a d'autres personnes- Ça n'irrite pas le cuir Si, chevelu. ça irrite. Mais c'est bon, intéressant, c'est chic quand même. Moi, j'aime pas les pellicules à cause de la Oui. démangeaison que ça crée. Oui, ça Et souvent, démange ça fait des énormément. plaques, là. C'est vraiment pas agréable. Justement, c'est pour ça que certaines personnes Faut faire grattent, en fait, gratter, parce ouais. que n'arrivent pas à enlever de manière facile. Ça dérange même pour les coiffures, hein. Mhm. Bon, là encore, ça dépend, il y a de la teinture. Mais je pense que ça dépend il y a certains niveaux, vous savez, c'est pas degré, en fait. Il y a l'impression que c'est subtil, un peu. Il y a des personnes, c'est quand elles se tressent que les pellicules apparaissent. Ok. Mais non, Jean-Baptiste, pour ceux qui sont mariés, tu caresses ta chérie comme ça. Avec tes pellicules. C'est bon. D'accord. Justement, pour éviter ça, il faut prendre mes astuces. aussi. Là, Francine est en train de nous envoyer dans un autre sujet qui n'est pas à l'ordre du jour. Merci. Merci pour ta chronique. Merci, mesdames. On va aborder cette fois-ci la deuxième partie de l'émission juste après à ce qui suit. À tout à l'heure.
Désormais, toute l'actualité de MTV+, disponible en un seul clic. Miracle TV+, met à votre disposition une nouvelle plateforme pour vous permettre de regarder en direct tous vos programmes favoris. Revoir toutes vos vidéos à la demande, des temps de prière, de méditation, d'enseignement, de musique et toute l'actu de vos stars préférées. Laissez-vous transformer par tout le contenu conçu sur mesure pour vous. Connectez-vous vite sur www.miracle-tvplus.com. L'événementiel, méthode et bonnes pratiques pour un succès, c'est la thématique qui animera cette deuxième partie de l'émission. Merci pour votre fidélité, amis téléspectateurs de la télé qui transforme. Nous sommes ici à votre émission 3 sur 7 et nous sommes rejoints par un expert dans le domaine qui pourra mieux nous expliquer les contours donc de cette thématique. Qui mieux que Marcel Billet pour en parler. On le reçoit ici avec les informations. Bonsoir, Marcel. Oui, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous avoir ici. Oh, c'est un plaisir partagé. Hein. Super. Alors, déjà, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que voilà, j'aurais des ce décor, comment est-ce que vous le vivez? D'entrée, je dirais merci à la direction de programme de votre chaîne de télé. Félicitations pour l'initiative de la production. La télévision, c'est le rêve, ce sont des émotions, c'est le partage. Et c'est un plaisir de pouvoir partager avec les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui l'expérience que nous avons dans une discipline du marketing, la communication. Aujourd'hui, tout le monde parle d'événementiel, on organise des salons, des conférences, alors que c'est une discipline managériale stratégique pour les entreprises, pour les organisations et pour des entités, que ce soit des collectivités. Qui demandent forcément d'avoir des compétences. Oui, ça je le dis toujours, la meilleure des réussites, c'est par la formation. La première chose, il faut être formé. On a été très bien formé par l'Institut de recherche de communication de l'université qui est le CERCOM. Et ensuite, on a fait des spécialisations. On a travaillé pour des grandes marques de distribution, de l'agroalimentaire. On a travaillé dans le domaine de l'aviation. On a travaillé dans le domaine sportif. On a travaillé dans pas mal de domaines, que ce soit pour la Côte d'Ivoire. Le parcours que j'ai d'abord, c'est un bac+4 normalement en lettres modernes et aussi une maîtrise en communication. Après, on a fait d'autres diplômes de spécialisation en production de télé, broadcasting. Aujourd'hui, modestement, on peut dire en termes d'événementiel, on sont partis à la bonne école. Ça fait peut-être près de 18 ans que nous intervenons au plan national et au plan international, donc tout ce qui est comme events. Wow. On voit que vous êtes consultant en communication, vous avez même vous êtes directeur d'une agence. Là, on parle d'événementiel, c'est vrai que c'est tout comme qui parle de communication parle naturellement d'événementiel. On se demande quelque part comment est-ce que débute donc cet amour pour l'événementiel. Votre parcours, il dit comment? Bon, mon parcours, c'est depuis l'enfance. Hein. Moi, j'ai commencé la télévision depuis que j'étais au primaire. Comme tout le monde. Oui, Billy regarde la télé. C'est une récompense gratuite. J'ai fait Boaké, j'ai fait Ouansou, j'ai fait l'IPP Château. Et c'est ma directrice, madame Christiane Moulou, qui a reconnaissance déjà de ce qu'on faisait pour la télévision, l'école télévisuelle. Voilà, aujourd'hui. Et donc, l'événementiel va venir par le fait qu'on appelle CASSAV. Oui. CASSAV a déclenché quelque chose quand on était collégien. Au stade de Boaké, ils étaient venus pour faire un concert et la curiosité a fait qu'on a vu toute la logistique de l'organisation des CASSAV. Et ça, je le dis à tout le monde, jusqu'à aujourd'hui, j'écoute CASSAV tous les matins. C'est un peu ma musique de motivation. Donc, ayant vu ça, la question était comment y parvenir. On avait la passion pour l'aviation, voulant forcément être pilote, travailler dans l'aviation. Mais après le bac, on est rentré à l'université, on a fait le cursus normal et on est parti à l'école de communication marketing. Tout le monde était axé sur la partie marketing pub. Mais moi, ce que je voulais faire l'événementiel. Il n'y avait pas d'école ici, mais j'ai appris auprès de ceux déjà qui faisaient l'événementiel, comme Investi en Côte d'Ivoire, avec Madame Durand-Léger, avec certains salons. Et au fil du temps, on a pu travailler pour des marques où j'étais chef de projet en agence. Donc, l'événementiel, les concerts de Soulbill, Magic System. Aujourd'hui, modestement, directeur consultant sur le CITA. Les Ivoiriens portent aujourd'hui l'écharpe d'événementiel. Modestement, c'est celui qui est en face de vous, qui a permis, avec Monsieur Sommet, de pouvoir illustrer ça comme élément identifiant de la Côte d'Ivoire quand il y a un grand événement. Tout dernièrement, j'ai été sur le salon international du livre, le SILA, l'exposition au parc d'exposition avec la présence de son excellence le président de la République. Félicitations à l'organisation. Donc quelque part,
c'est vous dire que modestement, on fait notre petit bonhomme de chemin dans cette discipline-là. Ce qu'on retient dans vos propos, c'est que tout a commencé à la base. Oui, tout à fait. Partie de l'enfance. Oui. Cet amour-là a débuté, vous l'avez si bien dit, par donc, ce que vous avez eu du concert de ce mythique groupe Kassa. Alors, tout le monde le dit, à un moment donné, quand vous grandissez, tout n'a pas été rose. Oui, tout n'a pas été facile parce qu'au début, on nous prenait pour des rêveurs. Ça, ce sont les gens qui nous disent, quand on travaillait pour les grandes marques, on faisait tout le tour de la Côte d'Ivoire, près de 34 villes, avec des caravanes, des véhicules, des hôtesses, on arrivait, on posait des podiums. Les gens disaient comme ça qu'on nous paye au fait pour notre passion. Et nous, on a vite compris, puisqu'on a fait de la psychologie, il faut faire un travail que vous aimez. C'est-à-dire, rentabiliser votre passion. Moi, je suis un passionné de la com, je suis passionné de l'événementiel, parce que l'événementiel, c'est de la créativité. Je définis le thème simple, hein. C'est une discipline qui permet à des marques de créer la sympathie de leurs valeurs et de leurs produits avec une cible. Ça peut être des partenaires, ça peut être des consommateurs, ça peut être même des décideurs politiques. Là, on rentre quelque part dans le domaine marketing. Oui, on rentre dans c'est un levier du marketing. Parce qu'on a la publicité, on a tout ce qui est comme brand activation, c'est les promotions, ventes, jeux de concours, les 4P. Et donc, avec le marketing, c'est au fait de créer un environnement qui fait waouh! C'est ça. Tout le monde a regardé l'ouverture des JO. C'est toute une équipe qui a travaillé, à la fois créatif, logistique, matériel, sécuritaire, je dis bien financier et même recrutement de tous ceux des bénévoles qui vont travailler. Donc, dès qu'on a un événement, la première des clés, on fait l'événement pourquoi? Quel est l'objectif de l'événement? La deuxième des choses, à qui s'adresse l'événement? La cible. Qu'est-ce qu'ils font? Où ils habitent? Quelles sont les habitudes? Qu'est-ce qui peut leur plaire? Une fois qu'on a la cible, quel est le concept? C'est ça qui fait le wow. Voilà. Les gens aujourd'hui font du copier-coller pour dire non, on fait un branch baoulé, non, non. Quel est le concept qu'on va apporter? Le concept qu'on apporte, quelle est l'émotion qu'on va partager et quelle est la satisfaction qu'on va tirer? Quand on voit le festival des grillades, tout n'a pas commencé comme on le voit aujourd'hui. Hein. Elle a fait des échecs pendant 4 ans. Ok? Donc c'est comme ça. Après le concept, il faut déterminer l'organigramme. Qui va faire quoi au niveau de l'événementiel? Il y a un comité d'organisation et ensuite solliciter les prestataires. Les prestataires, ce sont les prestataires logistiques. Si vous devez faire un lancement, il faut réserver la salle. Quand vous réservez la salle, qu'est-ce que vous allez mettre dans le déploiement au niveau de la salle? La décoration, l'aménagement, les chaises, le nombre d'invités, la sono, l'écran, la captation. Maintenant, on rentre en termes de direction artistique. Quels sont les artistes qui vont jouer? Est-ce qu'ils vont jouer en live? Est-ce qu'ils vont jouer en playback? Est-ce qu'il y aura d'autres intervenants en termes de contenu? Même les hôtesses, il faut avoir plusieurs prestataires, comparer les budgets, les offres et déduire et ressortir ce qu'on appelle le budget. Une fois que le budget est sorti, comment est-ce qu'on finance l'événement? Si c'est une entreprise, la direction du marketing a le budget alloué. Si c'est un privé, un tiers du budget doit être en préfinancement et aller rechercher maintenant les partenaires, les sponsors et autres. Une fois que c'est sorti, voici la clé. Quel est le modèle économique de votre événement? C'est ça qui fait la faute de beaucoup d'organisateurs. Ils font le budget, ils disent, on prend le palais de la culture, 4800 places, on fait des tickets à 20 000, bon, on fait telle communication. Voilà. Voilà. Sans modèle économique en événementiel, vous ne pouvez pas avoir de rentabilité. Mais quelque part, prenons le cas de cet exemple que vous citez à l'instant, quelqu'un qui décide d'organiser un concert au palais de la culture. Moi, j'ai assisté déjà à des concerts ici, je m'appuie sur ce que l'autre a fait, ça me réussit, j'ai mon bénéfice. Est-ce que là, j'ai fauté quelque part? Les apparences sont trompeuses parce qu'il peut y avoir du monde et pour faire des échecs. Il est rare aujourd'hui, à part quelques entités ou quelques professionnels qui font ce qu'on appelle l'évaluation, le bilan financier d'un événement. Il peut y avoir du monde et puis vous pouvez être endetté. Voilà. Il y a des personnes aussi qui peuvent prendre des engagements, ça peut être des annonceurs, des partenaires, qui peuvent ne pas vous solder. Parce qu'un sponsor, pour venir sur un événement, il faut que ce que vous proposez rentre en ligne de compte de ses valeurs et de son positionnement. Il y a des sponsors qui sont positionnés sport, il y a des sponsors qui sont positionnés concours de beauté, il y a d'autres qui sont positionnés environnement, d'autres sont positionnés jeunesse. Vous prenez à quelques jours, à quelques mois, vous montez un dossier, vous déposez un sponsor, ça n'intéresse pas. C'est clair. Le sponsor commence une année à partir du mois de septembre et il termine à partir du mois d'août. C'est ce qu'on appelle l'exercice normal. Pour qu'il y ait une décision de sponsoring, de partenariat, c'est 1 year. C'est une année. Voilà.
Et quand vous arrivez, vous allez défendre. Qu'est-ce que le sponsor ou le partenaire gagne? Voici la clé. Non, on va vous mettre sur le logo, nanani, nanana, panneau. Non, ils ont déjà ça avec leur agence. Ils communiquent plus que vous-même. Donc, c'est pas le fait. Mais vous leur dites, nous allons regrouper 150 000 personnes en 5 jours, comme on a fait aussi là. Voilà le volume de trafic. Voici le profil. Voilà ce que vous pouvez faire étant là. OK? Donc, c'est le contact par mille. Est-ce que vous pensez quelque part que c'est le manque de connaissances? Parce que, tel que vous l'expliquez, certains, en ce qui concerne donc le sponsoring, ont du mal. Il y a de cela quelques années, j'ai instauré ce qu'on appelle le Event Meet-up, qui sont des types d'académies ou des masterclass. Je dis toujours, l'improvisation n'existe pas dans le monde. Sans vision, il n'y a pas de possession. La formation est la base de tout succès et de toute réussite. Je vous parle aujourd'hui avec le nombre d'années que j'ai. Je continue de me former en événementiel avec les tendances sur les événements hybrides ou virtuels. Je me forme sur les logiciels d'après événements. Je vois les tendances aujourd'hui dans le monde, que ce soit au Japon, en Chine. Je suis inscrit à des fédérations internationales de professionnels de l'événementiel. Ouais. C'est-à-dire, on ne finit pas d'apprendre. On s'actualise. Ça s'actualise. Voilà. Donc, c'est ce que je demande. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école type. J'ai fait des propositions à des écoles. Même l'école où je suis sorti, le CERCOM, j'ai fait une proposition de faire souvent des masterclass. Mais il n'y a pas eu de feedback. Ça fait... Peut-être que c'est coûteux aussi. Oh non. Moi, je dis toujours, pour les étudiants, je préfère s'aimer, leur donner, mais pour les professionnels, je préfère facturer. Ça fait 12 ans que j'ai fait la nuit du marketing au Bénin. 12 ans que j'ai fait la nuit du marketing au Bénin. Le Bénin, c'est vachement. Donc, c'est vous dire la formation, mais le professionnalisme. Beaucoup ont appris beaucoup de choses sur l'État. Beaucoup. Que ce soit en logistique, ceux qui montent le podium, ceux qui montent les sonos, ceux qui montent les écrans. Ils ont des formations, je dis bien, ab initio. C'est des formations de base. Aujourd'hui, quand vous prenez les écrans LED, comme ceux que vous avez sur le plateau, vous avez les P4, les P6, mais c'est monté en Asie. Il y a des formations pour ça. Aujourd'hui, avec un simple portable, on peut changer la physionomie, d'une écriture de lumière. La lumière va de pair avec le son, avec la thématique, avec chaque composante du conducteur ou alors du déploiement. Donc, il y a la formation, la spécialisation et surtout la volonté d'être meilleur. Aujourd'hui, il y a des prestataires, il y a des agences qui ont tous les marchés, mais les autres, oui, bon, ils ont tous, non, on ne prend que les meilleurs. C'est ça. On ne peut pas tricher dans l'event. D'accord. Abigail. Ok, Monsieur Billy, on vous a écouté et vous avez pêle-mêle cité comment organiser ou comment réussir un événement. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a un planning, un modèle planning standard qui est adapté à toutes les organisations, tout type d'événements? Il y a ce qu'on appelle un process. Il y a un process, c'est comme quand vous arrivez chez un médecin, et on prend d'abord vos constantes, et ensuite on essaie de voir de quoi vous souffrez, on fait une prescription, et en fonction de la prescription, on vous dit, bon, soit vous faites une radio, soit vous faites... En événementiel, c'est ce que je dis, il faut savoir le pourquoi. On le fait pour qui, on le fait où, le lieu, la date, quelles sont les caractéristiques techniques. Je donne un exemple, même si je décide de faire un événement au parc d'exposition, il faut que j'ai les informations techniques sur le site, l'accès sur le site. Comment est-ce que je déploie? En déployant, j'ai ce qu'on appelle un plan de masse. Comme la construction, lotissement, ça permet de savoir comment je fais les aménagements des stands. Au niveau de la sécurité, il faut que les pompiers soient là, il faut que le corps médical soit là, il faut que les forces de sécurité soient là. Le jour J, comment est-ce que j'organise la cérémonie officielle d'ouverture? Ça me prend combien de temps? J'invite qui? Je respecte le protocole de présence. Quand je finis, coupure du ruban, ça dit tout se fait. Mais il y a un autre outil qu'on appelle le rétro-planning. Ah non, si vous n'avez pas un rétro-planning, tout ce que je suis en train de dire là, ça veut dire que vous n'avez pas d'outil de pilotage. Il consiste à quoi le rétro-planning, c'est qui fait quoi, où, quand, où, avec quels moyens, pour quel objectif. Et même le niveau d'urgence. En gros, rien ne s'improvise. C'est comme sur un plateau télé. Rien ne s'improvise. Donc, une fois que c'est fait, on fait la distribution des tâches d'exécution. Il peut y avoir un commissariat général, il peut y avoir un chef de projet, il faut forcément un directeur technique, un directeur financier. C'est ce que j'ai dit d'entrée, il faut l'organigramme. En fonction de l'organigramme, il y a la répartition des tâches. Et en fonction de ça,
quels sont les prestataires qui interviennent au niveau de la logistique, au niveau du traiteur, au niveau de la lumière, au niveau de tout ce qui est comme les standistes, qui envoient par exemple le backlight, qui envoient les écrans. Okay? Et tout cela est spécifié. C'est pourquoi le port de badge ou des zones de circulation sur l'événement. Il y a des badges qui donnent accès, c'est ce qu'on appelle le full access, c'est-à-dire à tous les compartiments. Il y a des badges qui donnent accès uniquement à des compartiments. Par exemple, si vous êtes artiste, on peut pas voir dans le badge de ceux qui sont en train de soulever le matériel. C'est clair. Voilà. Et c'est très important de pouvoir porter une assurance pour tout événement. Là. Dès l'instant que vous réunissez plus de 100 personnes, il faut une couverture d'assurance. Au cas où il y a un problème, ok, l'assurance vous couvre. Parce que si vous ne faites pas ça, qu'il y a un incident, non seulement vous allez dédommager ce qu'il y a, mais vous partez directement en prison. Wow. On va parler d'événements concrets. Jean-Martial, excuse-moi, j'ai une question. Aujourd'hui, avec l'ère du digital et puis surtout cette Avancée de la technologie, mais surtout des réseaux sociaux, quels sont pour vous les canaux de communication efficaces pour promouvoir un événement? L'événement dépend. Souvent, je vois sur les réseaux sociaux, il y a un concert à Assini ou une soirée privée, 1 million. Les gens s'énervent. C'est pas fait pour tout le monde, vous n'êtes pas la cible. C'est ça. J'ai dit toujours, un événement, il y a un objectif, il y a le concept, il y a une cible. Ok? Dès l'instant que c'est un événement grand public, les réseaux sociaux viennent en accompagnement des médias traditionnels. C'est l'erreur que les gens font généralement en stratégie média. C'est ça. Les réseaux sociaux pouvaient avoir 10 000 likes le jour de l'événement. Vous êtes à 50 personnes. Donc, il faut prendre la télé, il faut prendre la radio, la presse. Ok, il faut avoir un site internet pour votre événement. Soyez autonome. Supposons que demain matin, Facebook ne marche pas. Qu'est-ce que vous faites? TikTok, Instagram ne marche pas. Il faut créer un événement où les gens peuvent venir avoir les informations, souscrire et même faire des paiements et travailler avec des partenaires. Aujourd'hui, la tendance est que le marketing ou l'événementiel est beaucoup digitalisé pour l'achat des tickets, pour la réservation, pour tout ce que vous pouvez avoir comme commodité et même pour le passage. Aujourd'hui, les directs, qu'est-ce qu'on fait? Moi, pendant les événements, tout à l'heure, le présentateur, quand je travaillais sur le site, j'ai posé un plateau télé avec 8 caméras pour faire ce qu'on appelle le streaming. Et jusqu'aujourd'hui, je fais du streaming. Pendant le SILA, j'ai encore exploité le streaming. Ça me donne l'autonomie de diffusion, de visibilité. Et je demande à chaque participant simplement de faire des relais. Chacun fait son TikTok, chacun fait des... Donc, ça crée l'affluence. Au SILA, cette année, on a eu 144 000 visiteurs. Pour un chiffre d'affaires de 5 jours qui dépasse les centaines de millions. Donc, l'outil digital est un complément des médias traditionnels. D'accord. Donc, c'est impossible carrément de les séparer. C'est-à-dire, on peut pas se fier uniquement aujourd'hui à l'avancée de la technologie et balayer du revers de la main ces méthodes traditionnelles. Je veux dire, je pense que est-ce que selon ce que vous avez dit, on peut carrément même, je veux dire, se séparer carrément du digital ou les deux vont de pair? Ça va de pair, ou alors si vous faites une soirée privée, si vous faites une soirée privée, vous attendez peut-être 200, 300 personnes, vous n'avez pas besoin de communiquer grandement. C'est ça. Vous prenez les réseaux sociaux, mais il faut constituer ce qu'on appelle de fanbase. Les fanbases sont les réels consommateurs de votre événement. Ce sont les followers, c'est du virtuel. Mais en même temps que vous utilisez ça, il faut que vous ayez des outils, je dis bien, de content. C'est ce qu'on appelle le marketing du contenu. Vous faites une affiche, vous mettez à la une et autres. Vous n'avez pas de contenu. Vous n'expliquez pas. Chaque jour, vous n'avez pas de postcards. Les postcards sont des accompagnements pour être sur le digital. Je donne un exemple simple. Marcel Billet, je serai au Festival de Temps. On a un grand événement qui va se passer à Zopé, un grand festival. Mais si vous regardez la toile, day by day content, day by day content. Chaque jour, il y a quelque chose. Voilà. Mais n'ayez pas de contenu. Au fait, les internautes s'ennuient vite. Qu'est-ce que vous leur proposez comme contenu? Vous dites, mais tiens, au JO, il y a eu ça. Vous avez vu la polémique aujourd'hui sur les JO? C'est à cause de quoi? C'est à cause de digital. Est-ce que c'est pas fait à dessein, c'est-à-dire créer une polémique? On parlait donc de Céline Dion qui aurait reçu plus de 2 milliards de francs CFA quand elle s'est déconvertie. Est-ce que c'est pas une polémique pour alimenter, pour parler donc de l'événement? Non, ce n'était pas une polémique. Au fait, ce n'est pas le cachet direct de Céline Dion. Si. Le CEO ne donne pas le cachet aux artistes. Ça a été démenti après. Oui. Il ne donne pas de cachet, mais il y a le coût de production. Céline Dion voyage avec toute sa famille, c'est un jet private, c'est privé.
elle dort dans des suites. Donc, quand on fait approximativement les dépenses, ne nous cachons pas, on n'est pas Ça là. voisine, en fait, les- milliards. Là, ils sont à combien? Ils sont à près de 6 000 milliards de francs CFA. Wow. D'accord. Je voudrais qu'on revienne donc toujours, hein, on parle de l'organisation d'un événement, je voudrais savoir le timing pour organiser l'événement. Prenons le cas du SILA, comme vous aviez été donc sur le projet, combien de temps vous a fallu pour organiser le SILA, le Salon international du livre d'Abidjan? Pour organiser un grand événement au plan international, c'est 18 mois ou 2 ans. Mais quand c'est un événement comme le SILA, c'est 1 année. Dès que nous avons fini au mois de mai, aussitôt, En même temps, les préparatifs. on est parti. On a fait tout ce qui était comme relations publiques, aller voir Madame la ministre de la culture et la francophonie, remercier les partenaires, mais aussitôt, le thème de l'année prochaine est déjà trouvé. Quel sera l'auteur à l'honneur? Donc, on commence à travailler, mais entre les 2 éditions, il y a des apéros littéraires, des activités littéraires qui nous tiennent jusqu'en 2025. Donc, pour la réussite d'un événement, il faut prendre son temps, il faut se préparer, il faut avoir un cahier de charges, je dis bien conceptuel, technique et créatif. Il y a un pan qu'on appelle la communication. La communication, dès que vous avez le concept de l'événement, il faut trouver les axes de communication créative. C'est waouh! Sans ça, tout ce que vous allez faire, ça passe à côté. Donc, il faut une équipe créative, il faut un DA, il faut travailler avec des infographes de qualité, il faut travailler avec une équipe de production qui peut vous faire un habillage de tout ce que vous allez faire comme visuel. Il vous faut un webmaster. Voilà. Et souvent, on prend les community managers, moi je les appelle, c'est la kermesse. Parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Il faut avoir une équipe autonome pour pouvoir gérer. Que ce soit le SARA, que ce soit le SILA, le CITA, tout ce qu'on a, ok? Les agences qui gèrent ont des équipes en interne. C'est vrai qu'il y a des prestataires en externe, mais il faut être autonome. Je voudrais qu'on revienne sur un concert. Simple, parler de la culture ou pas d'exposition. Est-ce qu'il me faut 1 mois ou 2 pour organiser le concert? C'est pas possible. C'est pas possible. Pourtant, d'autres le font. Bon, ceux qui Ils en le sortent. font, En 2 non, semaines, même parfois. ils le font parce qu'ils peuvent avoir des mécènes. Je dis bien, moi, en événementiel aujourd'hui, ceux qui ont des mécènes, qui leur passent commande d'un concert, pour moi, ils font l'event. Mais je ne peux pas porter l'évaluation ou la qualité de l'évaluation. D'accord. Ok. Il y a un artiste qui a fait un concert ce week-end. Inconnu total du bataillon. Si. Ah oui, d'accord. Mais qu'est-ce qui a marché? Il a travaillé avec ce qu'on appelle sa fanbase. Ils sont entre eux là-bas. Ils se connaissent. Ils ont des groupes WhatsApp. Voilà, ils ont des où groupes par l'information WhatsApp. passe. Les gars jouent dans des clubs, ils font tout. Donc, il a ramené tout cette fanbase-là au palais de la culture. Ça peut réussir, mais c'est 1 sur 1000. Ok. Et voilà. Il y a des artistes qui sont les mêmes matins. On les a perdus de vue pendant 20 ans, ils n'ont pas sorti d'album. Ils sont allés au palais de la culture. Je dis bien, c'est comme un avion. Crash dans le- Oui, mais est-ce que ça, c'est quelque chose de, naturellement, est-ce que c'est quelque chose qui devait être fait? Est-ce que le staff même de l'artiste ne devrait pas lui dire, tu es en train d'aller te cogner la tête? On a vu, c'est vrai, un artiste de renom, à l'époque, j'étais même pas née, qui s'est engagé sur le palais de la culture. C'est pas qu'il nous a bercé Et par après, cette oui, chance. il nous a Oui, bercé, mais après, les temps évoluent, n'est-ce pas, monsieur Billet? Et après, cet artiste-là revient 30, 40 ans après, pour un concert des 40 ans de scène. Et moi, j'aimerais poser une question. Quand souvent les artistes sortent un album et 10 ans après, ils viennent 10 ans de carrière, est-ce que c'est normal? Pour pouvoir être au bout du jour, il faut offrir le menu du jour. C'est ça. Vous savez, la technologie va très vite. Le besoin des cibles va très vite. Nous, ce que nous aimons, les jeunes de maintenant n'aiment pas. C'est ça. Vous les voyez, hein? OK? Ils aiment pas. Ils ont leurs artistes. Ils ont leurs artistes. Ouais. Donc, si vous voulez revenir, il faut d'abord c'est-à-dire, il faut rappeler au marché ou à l'environnement, coucou, je suis là, mais tu es là avec quoi? C'est ça. Je vous dis, la créativité, l'événementiel, c'est de la créativité, c'est de l'innovation, mais c'est du génie. Il y a des artistes qui n'ont même pas sorti d'album, qui ont fait simplement PA, coup de marteau. Et ça a pris. Le succès est venu avec les réseaux sociaux. C'est ça. Et ce sont les réseaux sociaux qui ont imposé au comité d'organisation de la COCAN. Vous voyez la puissance? Ça plaît, il y a une fanbase. Pour finir, on prend. Ils sont partis jusqu'au disque d'or. C'est ça. Aujourd'hui, ils sont là. Ils font des spectacles. Ils ont même un spectacle en vue. Pratiquement, c'est le Hello Summer Party. OK? Ça, c'est bon. Mais une fois que vous voulez faire un événement, que ce soit même un artiste qui veut exposer, on ne te connaît pas.
Okay? Je dis aux artistes, tant qu'on ne vous connaît pas, soyez sur les meilleures plateformes du monde de téléchargement, on va jamais vous télécharger. Parce que le marketing ou la communication, c'est d'abord faire connaître, faire aimer, susciter l'adhésion, susciter l'achat, et puis après, on fait ce qu'on appelle le SAV, le suivi. C'est ça. Rien ne s'invente dans notre monde. Il faut respecter les règles, le process. Respecter le processus, vous verrez que ça marche. JM, s'il te plaît, avant que tu ne conclues, moi j'ai une question rapide. Voilà. Alors, monsieur, nous sommes en train de parler de ces conseils qui ont connu un échec. J'aimerais savoir, est-ce que lors de l'organisation, bien l'après-événement, est-ce que les risques sont mesurables? La plupart des événements, à part quelques agences, les gens ne font pas le ROI. Okay? Nous, on appelle ça facilement l'évaluation, le bilan. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a le bilan financier, le bilan commercial, le bilan professionnel, le bilan technique et des perspectives. Combien de personnes aujourd'hui sont à même de donner leur chiffre d'affaires après un événement? C'est l'Afrique, c'est comme la sorcellerie, blackout. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Même souvent, même les personnes ressources qui travaillent sur les événements ne sont pas rémunérées. Parce qu'il n'y a pas de contrat. Effectivement. Il y a des intermittents, il y a des professionnels. Vous payez tout le monde, mais les gens qui ont travaillé les petites mains, vous ne les payez pas. Il n'y a pas de bilan. Faites le bilan. C'est le bilan qui vous donne les perspectives pour améliorer l'édition qui suit. Quand on regarde le FEMUA, au début, j'ai toujours accompagné le FEMUA. Les gens croient que le FEMUA, non. C'est une organisation millimétrée. Tout le monde aujourd'hui poursuit le FEMUA. Pourquoi? Parce que déjà, l'édition 2025 se prépare. Timing, contrat. On dit non. Non. On ne prête qu'aux meilleurs ou des gens qui sont organisés. Les banques n'accompagnent, les sponsors n'accompagnent que des gens qui sont structurés. Le grand problème en Côte d'Ivoire dans l'événementiel, c'est des relations amicales, c'est des relations d'amis, c'est des relations, je dis bien, c'est du copinage. C'est ça. Mais vous avez un événement, adressez-vous à une agence. L'agence prend ses honoraires et l'agence vous accompagne convenablement. Vous venez les bretelles les mains dans les bretelles. C'est ça. On fait un calcul, non, moi, mais je vais gérer ici, je connais tel ministre, je connais tel. Je suis tellement en colère de voir des artistes aller chez des personnalités pour aller vendre des tickets. Franchement, Johnny Hallyday n'a jamais fait ça. Céline Dion n'a jamais fait ça. Vous l'avez dit que nous sommes en Afrique. Donc, quelque part, soyons professionnels, ayons l'humilité, travaillons avec des personnes dont c'est le métier. Donc voilà un tout petit peu ce que je veux dire. En gros, ce qu'on retient, le succès ne s'improvise pas, il se prépare. Jean-Marcel, une dernière question. Non, mais c'est une question pertinente. On parle d'imprévus, les imprévus. Rapidement. Dans les événements, vous qui êtes un expert, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ce qui est imprévu et urgence pendant un événement? Parce que forcément, il y en a. Oui. Et quand vous faites un plan A, il faut avoir un plan B. Okay. Moi, j'ai travaillé sur des marques où quand on arrivait, pluie. Non, il y a eu un budget qui a été mis de côté pour la circonstance. Voilà. Vous pouvez aller faire un événement à Korogo. On vous dit non, l'avion ne peut pas atterrir à Korogo. Il faut avoir un plan B. Il faut toujours avoir un plan B. Les ingénieurs, les techniciens ont des schémas. Ils ont le circuit normal, le circuit second, le circuit tertiaire. Donc, il faut toujours avoir un plan B. Merci, Monsieur Billet. Merci pour toutes vos réponses. On a beaucoup appris. Malheureusement, le temps ne suffit pas pour entrer dans les détails. En parlant aujourd'hui de l'événementiel, méthode et bonnes pratiques pour un succès, il faut se préparer, il faut être outillé, il faut s'informer et pourquoi pas aller voir donc des experts dans le domaine qui pourront mieux vous aider à la réussite donc, de votre événement. Merci d'être passé sur notre plateau. Avant de vous laisser partir, certainement un mot à l'endroit donc des téléspectateurs derniers. Je dirais comme ça que la Côte d'Ivoire est un grand pays de communication, de médias. Dans l'événementiel, nous sommes une référence. Je demande à ceux qui ont la passion, qui veulent faire de ce métier leur gagne-pain, de se former. Aujourd'hui, on a des personnes ressources, on a des agences, même dans les écoles déjà, ils ont commencé à enseigner cela. Il faut se former, rien ne s'improvise. C'est la formation qui permet d'être meilleur, mais sans vision, il n'y a jamais de possession. Sans vision, il n'y a point de possession. Merci, Monsieur Marcel Billet, d'être passé sur notre plateau. Merci à Franceline et à Abigail. On se retrouve pour notre émission. Bien sûr. Merci également à tous nos téléspectateurs qui ont suivi cette émission. Merci à nos amis ici en studio qui nous ont permis donc d'avoir cette émission. Merci à tous. N'oubliez surtout pas, l'information se poursuit toujours sur Mirac TV+, la télé qui t'en sort. Au revoir.